Bonjour, aujourd'hui on va faire les sections 3.3 et 3.4, donc on continue toutes sortes de définitions qui sont bien importantes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les circuits. Donc on va parler de la vitesse de dérive et de la puissance électrique. Pour comprendre la vitesse de dérive, on va d'abord définir le mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est le mouvement que font les électrons quand ils sont libres dans un conducteur. Un électron, ça reste pas immobile, tranquille, à juste attendre qu'on lui fasse quelque chose. Il est tout le temps en mouvement, il s'en va dans toutes les directions. Et si on fait la moyenne du mouvement de l'ensemble des électrons dans un conducteur dans lequel il n'y a pas de différence de potentiel, on peut considérer que les électrons, ils sont immobiles. Quand on applique une différence de potentiel sur le conducteur, les électrons vont subir un mouvement de dérive. Mais ils ne vont pas arrêter de faire leur mouvement aléatoire. Le mouvement brownien ne s'arrête pas. On peut comparer ça à un gars dans un party. Imaginons un gars dans un party, puis pour le faire, je vais imiter un de mes collègues de travail, que je nommerai pas, dans un party. Donc, supposons qu'on a le gars dans le party, puis il est en train de danser. Il est intéressé par une fille qui est là-bas. Son mouvement brownien, c'est comme le bout où il danse. Il n'est pas immobile, évidemment, parce que ça, c'est weird dans un party. C'est un bon électron, il est en train de danser. Puis il y a une fille là-bas qui l'intéresse, puis il ne va pas se pitcher sur elle. Faut pas faire ça. Donc, il est en train de danser, et il va tranquillement dériver dans la bonne direction, mais pas d'un seul coup, parce qu'il faut être subtil. C'est ça le mouvement brownien. C'est le fait de pouvoir dériver tout en gardant tout le temps le mouvement aléatoire. Bon, ça va faire les niaiseries. Alors, la vitesse de dérive, c'est quoi? La vitesse de dérive, c'est le mouvement moyen des électrons. Quand il n'y avait pas de différence de potentiel, en moyenne, les électrons, ils ne bougeaient pas. Ils bougeaient tous dans toutes les directions, mais en moyenne, si on faisait la somme, l'ensemble des électrons n'avait pas de mouvement dans une direction ou une autre. Quand il y a une différence de potentiel, tous les électrons vont dans toutes les directions, mais ils se mettent tranquillement à dériver dans le sens, vers la borne positive, puisque c'est des électrons, ils sont attirés par la borne positive. Donc, si je prends mon fil, comme dans l'exemple qui est ici, si je prends mon fil, on va en prendre une portion, une longueur D de ce fil-là, et le temps moyen que ça va prendre aux électrons pour se rendre d'un bout à l'autre de cet intervalle, de cette longueur-là, on va appeler ça la distance D. Le temps que ça prend delta T, et donc, en moyenne, la vitesse à laquelle les électrons vont, c'est VD, la vitesse de dérive. Si on pose que dans ce bout de fil-là, de grosseur A et de longueur D, il y a un certain nombre d'électrons libres, qu'on va appeler N majuscule ici, qui correspond dans le fond au nombre d'électrons libres par mètre cube, ce qu'on appelle le N minuscule, c'est le nombre d'électrons libres par mètre cube dans un élément quelconque. Évidemment, si je multiplie ça par le volume, ça va me dire, il y a combien d'électrons libres. Et là, je peux déterminer il y a combien d'électrons libres, qui est le nombre d'électrons libres par mètre cube multiplié par le volume qui est l'air, la grosseur A, multiplié par la longueur D. Donc ça, c'est combien j'ai d'électrons libres dans ce bout de fil-là, ici, de longueur D. Étant donné que j'ai défini que la longueur D, c'était aussi la vitesse de dérive multipliée par le temps que ça prend pour se rendre d'un bout à l'autre, je peux dire que le nombre d'électrons libres, c'est le nombre d'électrons libres par mètre cube multiplié par A, VD, fois delta T. On s'en va quelque part avec ça, c'est promis. Ça, c'est l'équation qu'on avait à la page précédente. Chaque électron possède une charge qu'on connaît. Ils ont toutes la même charge, moins E. On va utiliser juste la valeur absolue ici parce qu'on connaît déjà la direction, fait que c'est pas nécessaire d'en tenir compte. Donc, ma charge de chaque électron, c'est E. La charge totale, donc, de tous les électrons qu'il y a dans mon bout de fil, c'est N fois E. Le nombre d'électrons multiplié par la charge de chaque électron, en valeur absolue, encore une fois. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que là, je vais juste multiplier ici, pour trouver la charge totale, N fois E. Donc, je vais remplacer le N par l'équation que j'avais trouvée tantôt. N minuscule fois A fois VD fois delta T. Donc, ça me donne tout ceci. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la charge qui passe,
en un point par unité de temps, c'est le courant. Donc là, je trouve le rapport entre le courant et la vitesse de dérive. Donc, si on fait un exemple avec ça, donc on va prendre la situation 1 à la page 231, dans laquelle on a pris un fil de cuivre. Puis on vous donne toutes sortes de grandeurs physiques qui sont bien importantes pour pouvoir déterminer le nombre d'électrons libres, entre autres. Donc on vous donne la masse volumique, 8,94 grammes par centimètre cube, la masse molaire, 63,55 grammes par mol. Puis on vous dit que chaque atome de cuivre libère ou laisse libre un électron. Fait que le nombre d'électrons libres est égal au nombre d'atomes. OK. Fait on vous dit que le fil, il y a un rayon. C'est tout petit un fil, là, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc un rayon de 0,5 mm et qu'on lui fait parcourir un courant de 10 ampères. On vous demande de déterminer dans un cas comme ça, c'est quoi la vitesse de dérive des électrons. Comment on va faire ça? On va commencer par déterminer n minuscule, le nombre d'électrons libres par mètre cube. Comme on a dit tantôt qu'il y avait autant d'électrons libres que d'atomes, on va calculer il y a combien d'atomes dans un mètre cube. On va se servir des unités qu'on a déjà ici. On va essayer d'obtenir la bonne unité. Souvent, c'est comme ça que c'est le plus simple. Donc, si j'ai 8,94 grammes par centimètre cube et que j'ai 63,55 grammes par mol, ça veut dire que j'ai une mol pour 63,55 grammes. Donc là, on voit que le gramme en haut puis en bas va s'annuler. Et ensuite, ben, dans une mol, il y a 6,02 fois 10 exposant 23 atomes. Et donc, ça va me permettre de me débarrasser de l'unité mol qui est en haut et en bas. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester des atomes par centimètre cube. Dans ce cas-ci, ça va me donner 8,47 fois 10 exposant 22 atomes par centimètre cube. Bon, en centimètre cube, c'est pas la meilleure unité, fait que le rapport entre centimètre et mètre, c'est 10 exposant 2, que je mets au cube, donc 10 exposant 6. C'est le facteur de conversion entre les centimètres cubes et les mètres cubes. Et donc, j'ai 1 million de fois plus d'atomes dans un mètre cube que dans un centimètre cube, vu qu'il y a 1 million de centimètres cubes dans un mètre cube. Donc, voilà, ça me donne 8,47 fois 10 exposant 28 atomes par mètre cube. Sachant ceci, je peux déterminer aussi c'est quoi la valeur A, l'air de mon fil. L'air du fil qui est pi fois r au carré. Donc, pi r carré, on nous a dit que le rayon c'était 0,5 mm, fait que bon, 0,0005 que je mets au carré, et ça c'est la valeur A. Et je reprends l'équation qu'on avait tout à l'heure, le rapport entre le courant, qui est NEA fois la vitesse de dérive, mais j'ai juste isolé la vitesse de dérive dans l'équation, fait que je mets le courant sur NEA, on a trouvé N, E on le connaît, c'est la charge élémentaire, A c'est l'air que je viens de calculer ici, et je vais trouver que la vitesse de dérive, elle est de 9,4 fois 10 moins 4 mètres par seconde. Donc là, remarquez l'ordre de grandeur de ça. C'est moins qu'1 mm par seconde. C'est vraiment tout petit. Il faut comprendre que les électrons, ils partent pas d'un bout du circuit pour se rendre à l'autre bout. Il y a des électrons partout. Donc mes électrons, ils sont là-dedans, ils sont dans le fil. En ce moment, mon circuit est ouvert. Ça veut dire qu'il y a un trou, donc il n'y a pas de différence de potentiel. Et mes électrons sont tous en mouvement, ils s'en vont dans toutes les directions, ils dérivent ni dans une direction ni dans l'autre. Quand on va brancher le circuit, on enlève le trou qu'il y avait dans le circuit, et donc là, la pile, elle crée une réaction chimique qui donne de l'énergie à des électrons qui vont partir par là. Mes électrons, ils s'en vont pas dans le fil, ils s'en vont tout partout, mais ils dérivent tranquillement, et comme il y en a vraiment beaucoup des électrons, mais pour chaque électron qui va rentrer dans le fil à ce bout-là, il va en rentrer dans la pile à l'autre bout tout autant. Et il y a des électrons qui se promènent partout dans mon circuit. Donc, c'est pas l'électron qui est parti du côté négatif de la pile qui s'est rendu super vite du côté positif. Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il est en train de se déplacer, l'électron qui est parti d'ici, mais comme ils se déplacent tous, il y en a autant qui sortent de la pile que d'électrons qui entrent dans la pile à l'autre bout. Section suivante, là, sur la puissance électrique, juste un petit rappel d'équations qu'on a déjà vues, soit dans notre cours précédemment ou dans le cours de mécanique. Donc, par définition, là, la quantité d'énergie électrique, l'énergie potentielle électrique, c'est Q fois delta V, donc avec le potentiel, comme on l'avait vu au chapitre 2. Et la puissance, si vous n'en rappelez pas, ça, normalement, vous avez vu ça dans le cours de mécanique, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Bon, la quantité d'énergie, je viens de le dire, c'est Q fois delta V. Donc, je peux dire que la puissance, c'est Q fois delta V sur delta T. Puis Q sur delta T, c'est quoi?
On vient d'en parler dans la section d'avant, c'est le courant. Et donc, je peux simplifier mon équation en disant que la puissance, c'est Q sur delta T qui est I fois delta V. Ça me donne P égale à I fois delta V. Pour n'importe quel élément dans un circuit, si je sais quelle est sa différence de potentiel de chaque côté de l'élément et que je connais le courant qui passe par cet élément-là, je peux déterminer c'est quoi la puissance de cet élément-là. Évidemment, ça ne veut pas dire que chaque élément produit de l'énergie à chaque seconde. Il donne une certaine puissance au circuit. Il y a des éléments qui prennent de l'énergie, donc qui dissipent l'énergie et donc qui dissipent la puissance. On va dire puissance dissipée. Une résistance, par exemple, ça ne produit pas d'énergie. Ça en prend, ça en transforme, ça enlève de l'énergie, ça enlève la puissance du circuit et ça le transforme en chaleur. C'est pour ça que les résistances, elles deviennent chaudes. Évidemment, on peut écrire ça d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on peut dire que la puissance, comme c'est I fois delta V, puis que delta V c'est R fois I, je pourrais dire que, bon, ben, delta V c'est R fois I. Donc, je remplace le delta V qui est ici, ça va me faire R fois I, donc R fois I carré. Ou je peux simplifier pour me débarrasser du I. Si jamais je veux l'écrire comme ça ici, je peux dire I c'est delta V sur R, fait que ça va me faire delta V au carré sur R. Remarquez que dans le cas des résistances, je peux utiliser n'importe laquelle des trois équations, ça marche tout le temps. Dans le cas d'une pile, il n'y a pas de résistance dans la pile. Dans le cas d'une pile, je suis obligée d'utiliser l'équation I fois delta V. Donc, c'est quoi la différence de potentiel sur la pile et c'est quoi le courant qui passe dans cette pile-là. Si on fait un petit exemple vraiment de base pour commencer, supposons que j'ai un circuit comme ça ici, où la différence de potentiel donnée par la pile est de 12 volts, puis la résistance, c'est 4 ohms. On vous demande de déterminer la puissance fournie par la pile et la puissance dissipée par la résistance. Je peux appliquer ça de la manière habituelle, puis dire, ben ici, d'abord, on va trouver c'est quoi le courant. J'ai une pile de 12 volts, j'ai une résistance de 4 ohms. Je vais avoir un courant de 3 ampères, tout simplement. Et donc, ma pile, courant de 3 ampères, différence de potentiel de 12 volts, 12 fois 3, 36. La résistance, elle dissipe de la puissance. Donc, la pile fournit de la puissance, puis la puissance, il faut qu'elle s'en aille quelque part. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est la résistance qui la dissipe. Ma résistance, c'est 4 ohms. Mon courant, c'est 3. Fait 4 fois 3 au carré, ça me fait 36. Évidemment, il ne peut pas y avoir de l'énergie qui s'accumule dans le système. Fait que toute la puissance qui est fournie au système doit être dissipée quelque part. Dans ce cas-ci, j'ai juste une pile puis une résistance. Et donc, nécessairement, ce que la pile fournit, la résistance la dissipe. Ça ne peut pas être autrement. Imaginons un exercice similaire, dire, bon, ben, je prends une espèce de, c'est la situation 2, à la page 237, c'est une espèce de petit ventilateur qu'on peut brancher dans l'auto. J'imagine que ça date du temps où c'est pas tout le monde qui avait la clim dans l'auto. En tout cas, donc on branche le petit ventilateur sur une source de 12 volts, et là, sa puissance est 15 watts. Supposons qu'au lieu de le brancher sur une source de 12 volts, si on le branchait sur une source de 10 volts, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait en sorte que, bon, je peux d'abord déterminer, à partir de la puissance, quelle est la résistance de ce ventilateur-là. En fait, n'importe quel élément, que ce soit un grille-pain, que ce soit un ventilateur, que ce soit n'importe quel appareil qu'on branche, on peut toujours le simplifier, presque toujours le simplifier en disant que c'est une résistance, l'assimiler à une résistance. Ici, on est la résistance équivalente de mon ventilateur à partir de la différence de potentiel 12 volts et de la résistance que je cherche, et de la puissance qui est 15 watts. Donc, ça va me donner une résistance de 9,6 ohms. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire ici? Bien, on va se servir de ma nouvelle différence de potentiel. Si je le mets sur 10 volts, qu'est-ce que ça fait? Je vais faire 10 au carré sur la résistance, ça fait 10,4 watts. Remarquez qu'ici, je n'ai pas calculé le courant, parce que dans les deux cas, si j'utilise une source différente, avec la même résistance, je vais avoir un courant différent. Donc, c'est une valeur qui aurait changé de toute façon. Ça ne me donnait rien de la calculer, parce que si je trouvais le courant dans le premier cas, ça ne m'aurait pas servi dans le deuxième cas, le courant aurait eu une valeur différente. Une unité qui est bien importante en électricité, c'est le kilowattheure. Un kilowattheure, c'est quoi? C'est pas une unité de puissance. Malgré la présence du mot watt, le kilowattheure, c'est 1 kilowatt multiplié par une heure, ça veut dire 1000 watts, 1 kilowatt, c'est ça que ça veut dire, fois une heure c'est 3600 secondes, et si je multiplie ça, ça va me faire 3,6 fois 10 exposant 6
watts-seconde. Puis watts-seconde, c'est quoi? Mais c'est des joules. Par définition, un watt, c'est des joules par seconde. Donc, si je multiplie des watts par des secondes, ça va me faire des joules. Donc, le kilowattheure est en fait une quantité d'énergie. La facture d'Hydro-Québec arrive en kilowattheure. Pourquoi? Ben parce que ça ferait vraiment des gros chiffres si on le donnait en joules. C'est une quantité d'énergie un petit peu trop difficile à lire sur le compte d'Hydro. Fait qu'on a simplifié en donnant cette unité-là, qui est la quantité d'énergie que vous avez utilisée. Donc, le kilowattheure ne vous donne pas la puissance électrique chez vous, mais bien la quantité d'énergie que vous avez utilisée dans le dernier mois ou le dernier 2 mois, dépendant comment votre facture est faite. Un petit exercice à essayer par vous-même. On va retourner à la section 3.3. Donc, c'est l'exercice 3.3.3. On a mis 2 fils, faits du même matériau, de même longueur, mais de rayons différents. Donc, le rayon du fil A, c'est R, et le rayon du fil B, c'est 2 fois plus gros, donc c'est 2R. Et on vous demande de déterminer le rapport des courants, donc IA sur IP, le rapport du nombre d'électrons libres par mètre cube, donc NA sur NB, et le rapport des vitesses de dérive dans les 2 fils, donc VDA sur VDB. C'est ça la question. Déterminer ces 3 rapports-là. On fait ça ensemble au prochain cours.